Dernière partie, donc cinquième et dernière partie, sur la nation et la monarchie, donc toujours contenu dans ce même livre, hein, donc du Comte Cata toujours. Et on va parler du contrat social de Rousseau. Donc là, on va avoir plutôt des débats, enfin des considérations philosophiques et des systèmes qu'il va analyser. Et on va aller donc page 169 de ce livre. Voilà, donc l'auteur commence par réfuter le système du contrat social de Rousseau. Il démontre que c'est bien en vertu de sa propre nature que l'homme naît, vit et meurt en société. Un prétendu contrat social n'eut rien à voir avec cet état de fait. Ce n'est donc pas d'un contrat que peut découler l'origine de la souveraineté. Outre que l'hypothèse d'un pacte social est une erreur historique, on ne peut admettre que l'expression de la volonté d'une majorité suffise à créer un droit. Non, la majorité ne crée pas le droit. Il existe par lui-même indépendamment et malgré le vote de la majorité. Oui, bah c'est vrai, hein, si la majorité constitue un droit, dans ce cas-là, si vous faites une correspondance avec notre époque, la majorité qui constitue un droit, si vous considérez que des personnes, on va dire aujourd'hui vaccinées, veulent la répression des non-vaccinés, c'est pas la majorité qui constitue le droit, hein, ce serait trop facile. Donc le droit ne peut pas reposer sur la majorité. Non, la souveraineté n'appartient pas à la nation par suite d'un contrat intervenu entre ses deux membres. Il faudrait d'abord établir que chacun d'eux est le maître absolu de sa propre personne, pour lui reconnaître ensuite le droit d'abdiquer, en faveur de la société, la souveraineté qui lui appartiendrait sur lui-même. Qui oserait le soutenir? Bref. L'expression de la volonté de la majorité risque toujours d'être fausse. Je l'ai indiqué déjà avant. Il suffit d'un instant pour qu'elle ne corresponde plus à la réalité. Le système de Jean-Jacques Rousseau, qui n'aboutit qu'à des contradictions et des impossibilités, est impuissant à assigner une origine rationnelle à la souveraineté. Le principe de la souveraineté est autre. L'état social des hommes est d'ordre naturel et divin. Il est le fait du Créateur lui-même. Il se manifeste sous diverses formes dont les types sont la famille d'abord, la nation ensuite. À chacune de ces deux formes appartiennent des droits et des devoirs spéciaux appropriés à leur mission providentielle. La nation a donc, de par la loi divine elle-même qui crée à l'humanité tous les droits et tous les devoirs qui sont la condition nécessaire de son existence. La souveraineté n'est autre que la plénitude de ses droits et de ses devoirs. Voilà, donc faut voir aussi que ça a été écrit en 1870, plutôt en 1890 à peu près. Et donc là, vous avez eu une petite lecture sur le droit national et le droit divin. Et ensuite, on va avoir des lectures sur le régime représentatif qu'il a écrit pour représenter le peuple dans des assemblées, qui n'est pas facile à trouver, il le dit lui-même. Hein, okay. Et puis la Constitution et la stabilité surtout du pays. Donc on est page 171 pour la Constitution. Il résulte pour cette nation une manière d'être, de se conduire et de vivre qui lui est exclusivement propre. C'est là sa constitution. Sa constitution est la résultante de son histoire. Les principes sur lesquels repose une constitution ainsi définie forment en toute vérité le droit national. Et si l'on remonte à l'auteur de toute chose, à celui auquel les peuples doivent leur existence, on peut appeler ce droit national droit divin. Alors, c'est une théorie quand même, mais intéressante. Je la développe. Je vais continuer à lire. Ce qui revient à dire loi fondamentale établie par la permission de Dieu par l'action de la nation. Les caractères de la constitution de ce droit national nous en montrent un autre. C'est qu'il en est de la constitution d'un peuple comme de celle d'un individu. Il n'est plus possible à une nation de changer du soir au lendemain sa manière d'être, qu'il ne l'est à un homme de changer la sienne. Résultat, est-il nécessaire de le constater? Du sang qui coule dans les veines, de son éducation, du genre de vie qu'il a mené, de l'air qu'il a respiré. Cette vérité a été méconnue en France. On a voulu mettre en œuvre la fausse théorie du contrat social et ce fut le point de départ de tous nos malheurs. Alors, on va développer un petit peu ces lignes. Page 172. La France n'a plus eu de constitution du jour où, solennellement et après de pompeuses discussions, on a voulu lui en décréter une de toutes pièces.
Je continue. Les plus insensés des hommes furent ceux qui se rangèrent autour d'une table et qui dirent: Nous ôterons au peuple français son ancienne constitution, et nous lui en donnerons une autre. La postérité décernera aux constituants la palme de la folie. Je continue encore, on va développer son idée. S'aviser, poursuit-il, s'aviser à un moment donné de doter d'une constitution un peuple qui a vécu pendant des siècles dans des conditions et sous des influences particulières, c'est lui enlever celle qu'il possède en réalité, qu'elle soit écrite ou non écrite, sans lui en assurer une nouvelle. Rien n'empêche, en effet, dès le lendemain du vote, de penser qu'on peut en fabriquer une meilleure, de la substituer à la nouvelle, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. On établit de la sorte entre le tempérament d'un peuple et les théories dont on lui fait l'application, entre ses habitudes anciennes et celles qu'on lui impose, un antagonisme perpétuel qui se traduit par des bouleversements incessants. En 2 mots, nous venons de faire l'histoire de la France depuis 1789. On a voulu affirmer et on a abouti à une négation. On prétendait asseoir l'État sur des fondements certains et on a simplement détruit ses vieilles assises. Cet état de choses a un nom, c'est la Révolution. Mot effrayant de vérité, car il signifie la permanente instabilité. Alors là, ça va devenir plus intéressant, parce qu'il va s'efforcer de montrer que, enfin vous allez voir, que la monarchie a un côté, curieusement, mais un côté stable. C'est-à-dire que moins de révolution que dans une république où il n'y a pas de garant. Pas de garant de la démocratie. D'ailleurs, quand on pense au chef de l'État, au président, depuis Mitterrand, depuis M. François Mitterrand, 1980 à peu près, 81, son premier mandat, on dit souvent le monarque, en fait. Le monarque, c'est le chef de l'État. Donc finalement, monarque roi ou président, ben, la différence aujourd'hui est ténue. Sauf qu'il y en a un qui va avoir cette hérédité et l'autre non. Mais finalement, au niveau de la fonction, le président l'appelle le monarque. D'accord? Donc bon, dont acte. Hein. On va continuer avec la représentation, donc maintenant, qui n'est pas facile à trouver. Et voilà les idées qu'il va avoir. Alors, j'oppose aux individus qui se décident par l'opinion, essentiellement mobiles, capricieuses, fugitives, les collectivités qui se décident par les intérêts permanents. Ce qui ne veut pas toujours dire identiques, mais sensiblement les mêmes, tant que durent les situations auxquelles ils se réfèrent. La formule de la juste représentation est donc la suivante: le droit de suffrage de toutes les personnes, avec la représentation et la pondération de tous les intérêts. C'est une définition. Et le problème se pose en ces termes: ne pas sacrifier les personnes aux collectivités, en sens inverse, ne pas sacrifier les intérêts à l'opinion. On continue, donc il exprime les idées d'une représentation du peuple. La vie de chaque peuple se présente ainsi sous une double face. L'une, c'est la lutte avec l'étranger, tantôt vainqueur et tantôt vaincu. L'autre, c'est la lutte à l'intérieur entre les diverses classes qui combattent. Les unes pour défendre leurs privilèges, les autres pour les diminuer ou les faire disparaître, toutes pour les intérêts afférents à chaque collectivité. Lutte ardente, parfois sanglante et implacable, dont les batailles sont quelquefois aussi meurtrières que celles qui ont pour objet de repousser l'envahisseur étranger. Donc là, on est sur la guerre civile et la guerre. On va continuer dans le livre pour un petit passage qui va vous rappeler peut-être, qui rappelle l'esprit des lois en fait de Montesquieu avant la conclusion. Donc là, on est page 183. L'auteur passe ensuite en vue les gouvernements qui se sont depuis succédés en France, après Louis XVI. Et il conclut: la perpétuelle instabilité de nos institutions politiques, tel a été le résultat final du serment du jeu de paume et de la prépondérance donnée à l'opinion en 1789. Donc là, maintenant l'idée c'est que finalement, en comparant les systèmes, il s'aperçoit que ce qui a été fait en 1789, a conduit à une perpétuelle instabilité que ne conduit pas la monarchie, justement, si on la conserve.
Donc là, on est page 187. Voici une proposition de régime représentatif. C'est aussi le livre qu'il a écrit. Pour assurer avec la représentation des intérêts celle de toutes les personnes, il propose ou de constituer une chambre représentative de l'opinion, élue au suffrage universel, à côté de l'Assemblée des conseils émanant des collectivités, ou de donner aux représentants des collectivités la moitié des sièges dans les deux chambres, et aux députés de l'opinion l'autre moitié. De la sorte, le problème serait résolu. Tous les intérêts seraient représentés ainsi que toutes les personnes. L'originalité de l'ouvrage de M. Cata est là. L'idée a été reprise depuis. Donc là, c'est quelqu'un qui va disséquer. Nous n'en trouvons pas trace dans les ouvrages publiés avant 1890 sur la question de la représentation des intérêts. Donc voilà, il y a des solutions quand même originales au régime représentatif. Alors peut-être maintenant ça vous paraît comme banal, mais à l'époque, c'était quand même pas usuel. Bon, après je vais pas... Il y a une petite définition de l'homme qui est assez intéressante, donc je vous la passe, elle est page 193. Petite lecture. Pour résumer sa vie, en fait, il ne fut pas de ceux qui confondaient la justice avec la légalité. La grande idée de sa vie fut le culte du droit. Bon, je crois que vous avez compris. Travaille le droit. Donc, après, il ne va pas s'engager en politique, on lui propose, il ne va pas le faire. Après, il y a un autre document que je vais mettre à votre connaissance, que j'ai trouvé intéressant, c'est la lettre au comte de Chambord. Donc, on est page 195. Le comte de Chambord, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, c'est quelqu'un qui a failli régner sur la France, et finalement, ça ne s'est pas fait. Le régime de 1870 a été la Troisième République, et ça aurait pu être une monarchie, mais il y avait des compromis qui n'étaient pas faisables, et donc ça a été avorté. Alors, donc là, il y a une lettre au comte de Chambord. Monseigneur, il doit être permis à un Français, bien qu'obscur entre tous, de vous offrir l'hommage respectueux de son admiration pour le grand acte que vous venez d'accomplir. À l'époque, on ne s'exprimait pas comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les habiles disent... Alors, les habiles, c'est les voyants. Les habiles disent pourtant, monseigneur, qu'il est impolitique et qu'il vous ferme les marches du trône. Il faut donc mentir pour plaire aux foules et réussir. C'est souvent le cas, généralement, quand on fait une élection, on sait que quand on est élu, on a souvent ce type de considération, les promesses, et puis après, on n'a pas notre programme. Donc ça, c'est un petit peu ça, toujours. Il faut donc mentir pour plaire aux foules et réussir. Il faut donc tromper amis et ennemis, trahir ses serments et forfaire à l'honneur pour monter sur le trône de France. Ah, s'il en est ainsi, prince, reprenez le chemin de l'exil. Je ne sais si les habiles disent vrai, si la Providence vous permettra jamais de ceindre votre loyal et noble front de la couronne de vos pères. Ce que je sais, c'est que vous êtes bien le fils de Saint-Louis. C'est que seul vous êtes l'incarnation de tout ce passé d'honnêteté, de vertu et d'honneur qui s'appelle l'histoire de France. Mais si Dieu veille encore sur nous, il ne souffrira pas que le droit soit éternellement méconnu. Le réveil se fera dans les esprits, frapper cette loi par le franc éclat d'une parole vraiment royale. Les préjugés tomberont, car vous apparaissez déjà tel que vous êtes, avec votre dévouement, votre principe et votre drapeau. Je crois qu'il y a eu le drapeau a posé un vrai problème. Et rappelez bientôt par les acclamations d'un peuple enthousiaste, vous montrerez aux habiles de nos jours que le plus court des chemins est encore le chemin de l'honneur. C'est toujours écrit en style ancien, on n'écrit plus comme ça maintenant. Et puis c'est une lettre en plus, donc c'est un écrit, c'est pas un oral. Voilà, et puis après, Dieu daigne cependant au roi veiller. Donc il y a pas toutes les formules de politesse. Donc très poli, bien sûr. Et donc il y a les réponses aussi. La réponse écrite de Calvi, en fait en Corse, donc c'est assez drôle, par Monsieur de Chevigné qui parle de la délivrance de la France, page 197. La France entendra, je l'espère, et l'émotion qu'elle a ressentie le prouve, cette parole qui lui montre le chemin de la délivrance et de la grandeur. Si travaillé que soit notre malheureux pays, et après tous les maux qui l'ont écrasé, il comprendra, quand le moment sera venu, tout ce qu'il a méconnu jusqu'à présent. Ce jour-là, il sera sauvé, et fasse le ciel que nous le voyons bientôt venir.
Agréé, monsieur. Bon, voilà, tac, tac, tac. Donc, je voulais vous faire cette lecture. Après, le comte de Chambord il meurt en 1883. Et donc, il n'y a plus d'espoir de la royauté. Et Antoine remet plutôt son espoir dans le duc de Madrid. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le comte de Paris comme étant le régent. Ça, c'est des conflits pas très importants. Et ensuite, il y a une dernière lecture que je vous fais du livre, qui est page 199. Donc, la dernière œuvre de sa vie, c'est le comité de défense religieuse en 1901. C'est-à-dire de rassembler les chrétiens de tous les partis, d'aller au-dessus des partis, ce qui ne doit pas être possible maintenant, ce qui serait interdit par la loi. Page 199. Ben voilà. Ah oui, donc c'est pour la loi 1901, la loi qui, selon l'expression d'Antoine Cata, dans un de ses discours, porte pour titre « Loi sur les associations », mais qui devrait s'appeler « Loi contre les associations religieuses ». Voilà, on en termine là. Après, il y a des petits recueils de poésie, donc je laisse. Vous avez eu donc un petit résumé de ce livre qui se termine sur les lois en fait, et qui continue finalement, qui parachève toute cette période entre 1870 et 1905. Le comte il meurt en 1902, donc il n'a pas vu les dernières lois, mais qui s'inscrivent toujours dans la même logique, et dont en 1901 il voyait déjà bien se préparer ce qui allait venir. Donc toute cette période de l'histoire de France, qui est la déchristianisation, au profit de la laïcité qui monte, avec les cercles aussi de ce qu'on a vu dans le chapitre 4 de la franc-maçonnerie, toute une partie qui soutient l'État français, et la mort, on ne peut pas dire suspecte, mais qui mériterait d'être considérée, celle de Félix Faure, président de la Troisième République, dans des conditions étranges, on va dire, à 58 ans. Voilà, donc vous aurez eu tout ce petit chapitre de l'histoire de France, qui est quelque chose de très méconnu. J'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.